Eh ben bonjour, Nicolas Reynaud, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, une fédération un peu atypique dans le paysage montagne puisqu'elle gère à la fois la pratique des activités sportives en France, autour de 400-420 associations qui sont réparties dans tout le territoire, représente un peu plus de 100 000 licenciés, mais elle gère aussi l'aménagement du territoire, puisqu'elle s'occupe, elle est propriétaire et gestionnaire d'un parc unique de 120 refuges de montagne et de haute montagne. Et ça, depuis sa création, le 2 avril 1874, la création du Club alpin français, quartier de l'Odéon à Paris. L'idée, c'était de rendre la montagne accessible au plus grand nombre. Et pour rendre la montagne accessible au plus grand nombre, eh ben, il fallait d'abord l'aménager. Il fallait construire des chemins qui sont devenus des routes, et puis après des sentiers qui sont devenus des GR, et puis des refuges qui ont toujours été considérés plutôt comme des camps de base pour pratiquer la montagne. Et c'est cette notion un peu de développement combiné qu'on retrouve encore et qui transparaît dans les 146 ans de notre histoire associative, c'est-à-dire à la fois développer les pratiques et à la fois aménager et donc développer finalement le tourisme et l'économie des territoires. Les gens qui font de la montagne aujourd'hui, c'est des gens qui pratiquent une activité sportive, c'est des gens qui ont envie de partager et c'est des gens qui ressentent quelque chose quand ils sont en contact avec la nature. Aux origines, il n'y avait que des alpinistes dans les refuges, puisque les refuges étaient là pour faire de la montagne. Aujourd'hui, dans les refuges, il y a toujours des alpinistes, mais on a aussi des familles, on a aussi des jeunes, on a aussi des scolaires. Et je trouve que ce qu'il y a de très bien, c'est que ces lieux de vie, justement, permettent de mêler les approches, de mêler les expériences, et que les gens échangent et partagent. Et pour ça, il faut que le bâtiment il soit adapté à ça. La démarche de la fédération, c'est de s'inscrire dans une logique de développement durable. Et le modèle économique, la partie économique fait partie complètement du développement durable. Sinon, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas pérenne. Et pour ça, on a besoin que ces bâtiments génèrent quand même des recettes suffisantes pour pouvoir investir, pour pouvoir rembourser ce que le bâtiment a coûté en termes d'emprunt et pour pouvoir investir pour en rénover d'autres. Et alors, pour ça, on est aidé par les départements, par certaines communes, par les régions, par l'État sur des fonds FNADT. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, on a mené toute une campagne de travail avec les politiques et surtout les territoires, les départements et les régions, pour arriver à nous aider à cofinancer ces projets de rénovation, parce que tout le monde a bien compris les enjeux. Les refuges sont classés par l'État dans un service d'intérêt général. Donc c'est en vertu de ça qu'on peut arriver à avoir des financements. Pourquoi on arrive aussi à faire en sorte que les choses soient pérennes? Parce que justement, on gère un parc de 120 refuges. Et dans ces 120 refuges, on a des refuges avec des typologies complètement différentes. Et donc des fréquentations et donc des modèles économiques différents. La montagne, on le sait, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Du fait du réchauffement climatique, elle change beaucoup. Et ça engendre des mutations sur certains sites. D'abord, vous avez un basculement sur les pratiques. Quand vous avez des itinéraires classiques d'alpinistes qui ne se réalisent plus parce que le glacier s'est retiré ou parce que la face s'est en partie éboulée. Parfois, c'est pas les itinéraires qui changent, c'est la saisonnalité. Donc ça veut dire qu'il faut repenser l'ouverture et les équipements du refuge pour qu'il joue son vrai rôle d'outil pour les alpinistes qui veulent aller faire ces ascensions. Parfois, vous avez des problèmes d'accès parce que le glacier se retirant, on va avoir des zones instables qui vont apparaître, ou au contraire des parois qui vont être extrêmement lisses, infranchissables. Avant, on montait sur le glacier, donc on les voyait pas. Là maintenant, on est obligé d'installer des échelles, des barreaux. Parfois, on a aussi des glissements de terrain du fait à la fois de la fonte glaciaire, donc le glacier ne faisant plus pression sur les parois, eh bien, ça libère une partie des tensions, donc on a des glissements. C'est aussi valable pour les équipements, la stratégie énergétique, les questions d'assainissement et les questions d'adduction en eau potable. On vit depuis quelques années des périodes extrêmement sèches. Alors, de l'eau, il en passe dans les refuges, mais devant les refuges, en tout cas, il en passe au mois de juin, au mois de juillet. À nous de la capter, à nous de la stocker. Donc, il faut repenser, construire des citernes qui permettent de faire fonctionner les bâtiments le plus longtemps possible. Donc, c'est vraiment une mutation complète de la montagne. Et que si on fait preuve d'intelligence, un peu d'anticipation, on devrait arriver à faire en sorte qu'on réalise ensemble cette mutation
qu'il y a encore un avenir pour l'alpinisme. De toute façon, là, je suis pas inquiet. C'est les formes de pratique qui évoluent, c'est les lieux, c'est les périodes qui évoluent, mais à condition qu'on soit tous en capacité de mener cette évolution.